Voici 5 histoires vraies pleines de mystères et de questions sans réponse. Des notes cryptiques, d'étranges masques de plomb, des disparitions inexpliquées et des morts déroutantes. Des décennies plus tard, elles défient toujours la logique et nous laissent sans voix. Découvrez avec nous ces affaires glaçantes qu'aucun expert n'a su résoudre. Dans la soirée du 25 octobre 1984, la vie de Günther Stoll prit une série de tournants incroyables qui allaient mener à l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire moderne de l'Allemagne. Mais Günther était-il un homme hanté par la paranoïa et des prémonitions cryptiques, ou savait-il quelque chose qui le rendait dangereux? En 1984, Günther Stoll, un ingénieur agroalimentaire au chômage de 34 ans, menait une vie modeste à Ansozan, en Allemagne de l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Né dans un village voisin, sa vie avait récemment pris une tournure sombre et inquiétante. Pour faire simple, Günther se comportait étrangement. Il parlait souvent des « eux », un groupe mystérieux dont il croyait qu'ils conspiraient contre lui. Bien que sa paranoïa inquiète ses proches, il n'expliqua jamais vraiment qui étaient ces personnes, ni pourquoi elles voudraient lui faire du mal. Ce mois d'octobre-là, son malaise bizarre s'intensifia, atteignant un pic le 25. Günther avait dîné avec sa femme, mais son anxiété grandissante refit surface. Il marmonna encore à propos des « eux », affirmant que des forces maléfiques agissaient contre lui. Peu avant 23 heures, il s'exclama soudain « Ça y est, j'ai compris ». Il n'expliqua pas ce moment de clarté. À la place, il griffonna 6 caractères énigmatiques, YOGTZ2, ou peut-être YO6TZ2, sur un bout de papier, avant de les rayer immédiatement. Sans donner d'explication, Günther quitta sa femme et leur maison, déterminé à se rendre à son pub préféré, le Papillon, dans le village voisin de Winsdorf. Au pub, quelques instants plus tard, il s'effondra au sol, se blessant au visage. Les témoins notèrent qu'il n'avait pas consommé d'alcool et ne paraissait pas intoxiqué. Toutefois, vers 1 heure du matin, Günther se présenta chez une vieille connaissance dans son village natal. Depuis le pas de la porte, il évoqua un terrible incident qui, selon lui, se produirait cette nuit-là. Troublé par cette visite tardive, la femme lui conseilla de rentrer chez lui ou d'aller voir ses parents, qui vivaient à proximité. Günther refusa, affirmant qu'il ne comprendrait pas, puis reprit la route. À 3 heures du matin, le 26 octobre 1984, la voiture de Günther, une VW Golf bleue, fut retrouvée accidentée dans un fossé le long de l'autoroute A45 près de Tagen Sud, à plus de 100 km de son dernier emplacement connu. 2 chauffeurs routiers s'arrêtèrent pour inspecter les lieux. D'abord, ils aperçurent un homme blessé marchant à l'extérieur du véhicule. Cependant, en s'approchant, ils trouvèrent Günther à l'intérieur, assis sur le siège passager, nu, grièvement blessé et à peine conscient. Avant de perdre connaissance, Günther prononça une dernière déclaration mystérieuse. 4 hommes avaient été avec lui dans la voiture et ils n'étaient pas ses amis. Günther mourut pendant son transfert à l'hôpital. L'autopsie révéla une série de faits troublants. Il n'avait pas été blessé dans l'accident de voiture. Ses blessures indiquaient que cela s'était produit ailleurs, puis que son corps avait été replacé dans sa voiture et conduit jusqu'au lieu de l'accident. Les clés furent retrouvées sur la plage arrière, et ses vêtements étaient soit éparpillés dans le véhicule, soit manquants. La mystérieuse note qu'il avait écrite avant son départ, YOGTZ2, resta au centre de l'enquête. Était-ce un simple gribouillis, un code ou un identifiant? Malgré de nombreuses théories, sa signification demeure inconnue. Certains ont supposé que, puisque Günther était technicien en agroalimentaire, il avait peut-être voulu écrire yaourt. D'autres y voyaient un indicatif radioamateur ou la référence d'une plaque d'immatriculation. Certains pensaient qu'il avait été victime d'un acte criminel lié à sa paranoïa à propos des « eux ». D'autres suggéraient une décompensation psychologique, son comportement erratique ayant culminé dans un accident tragique. Une autre piste évoquait une possible implication dans des activités illégales, comme un trafic de drogue ayant mal tourné, bien qu'aucune preuve n'ait étayé cette hypothèse. Malgré les appels au public, l'affaire demeure un mystère. Les tentatives de réouverture de l'enquête en 2016, incluant des tests ADN, n'ont donné aucune réponse concluante. Au fil des ans, la mort de Günther Stoll a captivé l'attention de nombreux enquêteurs amateurs et théoriciens du complot, mais la vérité reste insaisissable. Aux premières heures du 2 juillet 1951, la tentative d'une logeuse de livrer un télégramme mena à une découverte qui allait dérouter enquêteurs, scientifiques et grand public pendant des décennies. Derrière la porte de l'appartement de Marie Reiser, à Saint-Pétersbourg, en Floride, se trouvait une scène à la fois terrifiante et incompréhensible. Un corps réduit en cendres au milieu d'une pièce intacte. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Né le 8 mars 1884,
Marie Hardy-Riser était une veuve de 67 ans qui avait déménagé en Floride après la mort de son mari pour se rapprocher de son fils unique et de sa famille. Elle passa la soirée dans son petit appartement de Cherry Street Northeast, seule après une visite de son fils, le docteur Richard Riser Jr. Avant de se coucher, elle se serait mise en chemise de nuit, aurait pris 2 somnifères et prévoyait de se détendre ce soir-là. Marie fumait beaucoup et elle aimait fumer des cigarettes dans son fauteuil préféré. Le lendemain matin, la logeuse de Marie, Pansy Carpenter, se rendit à l'appartement pour livrer un télégramme. Elle trouva la poignée en métal anormalement chaude. Elle brûlait au toucher. Inquiète, Pansy appela à l'aide. Lorsque les autorités arrivèrent et forcèrent la porte, elles découvrirent l'impensable. Marie Riser avait disparu. Ce qu'il restait d'elle n'était qu'un petit tas de cendres au milieu des restes de son fauteuil rembourré. Des indices étranges marquaient la pièce. Le sol était brûlé sous le fauteuil, le plafond était noirci par la suie et les interrupteurs électriques étaient déformés. Pourtant, les murs inférieurs, les meubles et les journaux à proximité n'avaient pas été touchés. Les draps du lit de Marie étaient intacts, toujours aussi blancs qu'avant. Tout cela défiait la logique. Parmi les rares restes physiques de Marie se trouvait son pied gauche, encore dans un chausson en soie, sa colonne vertébrale et son crâne, qui auraient été réduits à une taille anormalement petite, pas plus grand qu'une tasse. Ces constatations provoquèrent immédiatement choc et scepticisme, car la chaleur extrême nécessaire pour incinérer un corps, généralement plus de 1400 degrés Fahrenheit pendant plusieurs heures, aurait dû détruire tout l'appartement. Le chef de la police de Saint-Pétersbourg, J.R. Richard, qualifia l'affaire de « cas le plus inhabituel de toute sa carrière ». Cherchant de l'aide, il écrivit au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, et envoya des échantillons de preuves, incluant des fragments de tapis, des morceaux de ressort fondus du fauteuil, ainsi que des traces de suie. L'enquête subséquente du FBI écarta les hypothèses d'un éclair, d'un incendie criminel ou de produits chimiques accélérateurs. Leur rapport évoqua un phénomène connu sous le nom d'effet mèche, selon lequel la graisse du corps sert de carburant à un feu prolongé et localisé. Ils supposèrent que Marie, grande fumeuse, s'était peut-être endormie et avait accidentellement enflammé sa chemise de nuit inflammable avec une cigarette. Tout le monde n'était pas convaincu. Le docteur Wilton M. Krogman, anthropologue physique et consultant sur l'affaire, exprima ses doutes. Il nota que, plutôt que d'exploser sous une chaleur extrême comme on s'y attendrait, le crâne de Marie aurait rétréci, une observation qu'il jugeait scientifiquement impossible. Krogman eut également du mal à concilier la quasi-totalité de l'incinération du corps avec les dégâts très limités dans l'appartement. Il qualifia cette affaire de la plus étonnante qu'il ait jamais vue et admit en avoir ressenti de la crainte. Le public commença à évoquer des théories sur la combustion humaine spontanée, un phénomène dans lequel une personne prendrait feu sans source d'ignition externe. D'autres évoquèrent des causes surnaturelles, comme une boule de feu entrée par une fenêtre ouverte. Toutefois, aucune preuve ne vint appuyer ces suppositions, et le FBI rejeta catégoriquement l'idée d'une combustion spontanée. La mort de Marie Riser laissa derrière elle des questions et un débat non résolu. Plus de 70 ans plus tard, les circonstances entourant sa disparition continuent d'intriguer et de fasciner autant les experts que les amateurs. En février 1959, 9 randonneurs russes expérimentés entreprirent une expédition périlleuse à travers les montagnes de l'Oural septentrional. Ce voyage aurait dû se terminer par des récits de triomphe face à la nature sauvage. Au lieu de cela, il s'acheva en tragédie et donna naissance à un mystère glaçant qui entrait enquêteur. Voici l'histoire de l'incident du col Dyatlov. L'expédition était l'idée d'Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie de 23 ans à l'Institut Polytechnique de l'Oural. Passionné de plein air, Dyatlov planifia minutieusement un trek de 200 milles à travers les terrains impitoyables des montagnes de l'Oural, visant à obtenir la certification de randonnée de niveau 3, le plus haut niveau en Union soviétique. Le groupe de 10 personnes, composé principalement d'étudiants universitaires, incluait des skieurs et randonneurs expérimentés unis par leur amour de l'aventure. Le 28 janvier 1959, un des membres, Yuri Yudin, fit demi-tour en raison de problèmes de santé, laissant les 9 autres poursuivre leur route en pleine nature. Leur voyage les mena dans des paysages reculés et glacés, jusqu'aux pentes du Kolassiakl, ce qui signifie « montagne de la mort ». Le 1 février, le groupe érigea son campement sur une pente balayée par les vents, s'écartant légèrement de l'itinéraire prévu à cause de la dégradation des conditions météorologiques. Cette décision allait sceller leur destin. Cette nuit-là, quelque chose les poussa à découper l'intérieur de leur tente pour s'en échapper et à fuir dans la neige glaciale, vêtus de façon totalement inadaptée pour des températures pouvant descendre jusqu'à -30 degrés Celsius. Les recherches débutèrent le 20 février, l'équipe de secours retrouva la tente le 26 février, partiellement ensevelie sous la neige, sa toile déchirée de l'intérieur. Les affaires,
La nourriture et les vêtements avaient été laissés comme abandonnés dans la précipitation. Des empreintes menaient loin de la tente, descendant vers une zone boisée située à 1,5 km. Les deux premiers corps, ceux de Yuri Doroshenko et Georgi Krivonichenko, furent découverts sous un pin sibérien, à la lisière de la forêt. Pieds nus et en sous-vêtements, ils avaient tenté d'allumer un feu. À proximité, des branches étaient brisées en hauteur dans l'arbre, suggérant une tentative désespérée de grimper pour voir ou échapper à quelque chose. Entre l'arbre et la tente, les corps d'Igor Dyatlov, de Zineda Kolmogorova et de Rustem Slobodin furent retrouvés, dispersés sur plusieurs centaines de mètres, comme s'ils avaient tenté de retourner à la tente. Les 4 derniers randonneurs, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolvatov, Semyon Zolotaryov et Nikolai Thibault-Brignol, ne furent retrouvés qu'en mai, enterrés sous 4 mètres de neige dans un ravin plus profond dans la forêt. Thibault-Brignol avait subi une fracture du crâne. Zolotaryov et Dubinina avaient la cage thoracique écrasée, des blessures comparables à celles d'un accident de voiture. La langue et les yeux de Dubinina manquaient, des blessures attribuées à des animaux charognards après la mort. Aucun ne présentait de blessures externes correspondant à la gravité des traumatismes internes, ce qui déconcerta encore davantage les enquêteurs. L'enquête soviétique conclut que les randonneurs avaient succombé à une force naturelle irrésistible. 6 étaient morts d'hypothermie, tandis que les blessures traumatiques des 3 autres ne pouvaient être facilement expliquées. Les théories évoquées allaient de l'avalanche au vent katabatique, en passant par une panique induite par des infrasons, ou encore des expériences militaires. La radioactivité détectée sur certains vêtements alimenta les spéculations. En 2019, les autorités russes rouvrirent l'affaire, privilégiant des explications naturelles. Une étude de 2021 appuya cette théorie, suggérant qu'une petite avalanche aurait enseveli la tente, forçant le groupe à fuir dans un froid mortel. Cette théorie expliquait les dégâts sur la tente et la panique initiale, mais des questions subsistent, la dispersion des corps et la gravité des blessures remettent ce scénario en question. D'autres hypothèses ont persisté. Certains évoquaient des tests militaires impliquant des mines parachutées, se basant sur des orbes lumineux signalés dans la région. D'autres suggéraient des effets psychologiques dus aux conditions extrêmes, tandis que des théories plus marginales parlaient d'ovnis ou de yétis. Cependant, aucune preuve n'a jamais confirmé ces scénarios. Ce que l'on sait, c'est que l'expédition Dyatlov connut une fin terrible. Ils étaient seuls, effrayés et n'avaient pas les moyens de survivre. Et aujourd'hui encore, malgré des décennies d'enquêtes et de spéculations, la séquence exacte des événements demeure inconnue. En août 1966, les collines de Vinte Mdila Niteri, au Brésil, devinrent le centre d'une découverte macabre et étrange. 2 hommes, entièrement vêtus de costumes, gisaient sans vie sur le flanc de la colline, le visage couvert de masques en plomb façonnés comme de grossières lunettes. Mais qui étaient-ils, et qu'est-ce qui avait causé leur mort? Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana étaient des techniciens en électronique originaires de Campos dos Goitacazes, à plusieurs heures de route de Rio de Janeiro. Tous deux étaient habiles dans la réparation de transmetteurs de télévision et d'autres équipements électroniques. Ce sont des hommes travailleurs, proches de leur famille, sans aucun antécédent de comportement erratique. Le 17 août 1966, ils annoncent à leurs proches qu'ils partent pour Sao Paulo afin d'acheter une voiture d'occasion et du matériel lié à leur travail. Cependant, leur voyage prit une tournure inattendue. Au lieu de Sao Paulo, les 2 hommes se rendirent à Niteri. Arrivés à 14h30, ils furent aperçus dans des commerces locaux, où ils achetèrent des imperméables et une bouteille d'eau minérale. Des témoins dans un bar décrivirent Miguel comme visiblement anxieux, vérifiant fréquemment sa montre. De là, ils se dirigèrent vers les pentes de Vinte Mdila, en jeep ou à pied, jusqu'à cet endroit isolé qui devint leur dernière demeure. Leurs corps furent découverts 3 jours plus tard, le 20 août, par Roré da Costa Alves, un jeune garçon qui faisait voler un cerf-volant. Le spectacle était étrange. Manuel et Miguel étaient allongés côte à côte, partiellement dissimulés par l'herbe, portant des masques en plomb sur le visage. À leur côté se trouvait une bouteille d'eau minérale, 2 serviettes mouillées et un carnet contenant des instructions énigmatiques. 16h30 être au lieu indiqué. 18h30 ingérer capsule, après effet protégé métaux, attendre signal masque. Aucune trace de lutte, de traumatisme ou de violence. Les hommes semblaient être morts paisiblement, les masques en plomb, confectionnés à la main, ajoutaient une dimension inexplicable à l'affaire. Certains spéculèrent qu'ils servaient à se protéger d'un rayonnement ou d'une lumière aveuglante, mais leur véritable utilité demeure inconnue. L'enquête révéla une chronologie troublante. Les 2 hommes avaient dépensé de grosses sommes d'argent, mais seule une petite quantité fut retrouvée sur eux, soulevant les questions d'un éventuel vol ou acte criminel. Des témoins affirmèrent les avoir vus monter la colline en compagnie d'autres personnes, mais ces individus ne furent jamais identifiés.
Le carnet suggérait un plan délibéré impliquant l'ingestion de capsules et l'attente d'un signal. Pourtant, aucune capsule ne fut retrouvée, et les autopsies tardives laissèrent les corps trop décomposés pour des tests toxicologiques. Les spéculations autour de leur mort se multiplièrent rapidement. Certains évoquèrent un vol qui aurait mal tourné ou un pacte suicidaire soigneusement planifié. D'autres pensaient que les hommes étaient victimes d'un acte criminel, en raison de l'argent disparu et de l'hypothèse d'un complice. Certains encore interprétèrent les masques en plomb et les instructions comme les indices d'un rituel ou d'une démarche spirituelle. Les deux hommes étaient apparemment impliqués dans le spiritualisme scientifique, un courant mêlant science et croyances mystiques. Dans leur maison, la police trouva du matériel lié au spiritualisme, aux ovnis et aux contacts extraterrestres. Un ami affirma qu'il tentait d'entrer en communication avec des êtres aliens ou une intelligence supérieure au moyen de rituels impliquant des substances psychotropes. Les masques en plomb étaient supposément destinés à protéger leurs yeux d'une lumière aveuglante durant cette rencontre. L'affaire fut encore compliquée par les témoignages de résidents locaux ayant observé des lumières étranges dans le ciel au-dessus de Vingthème le 17 août. Une habitante respectée, Gracinda Barbosa, décrivit un objet lumineux et multicolore planant au-dessus de la zone. Le chercheur français Jacques Vallée se rendit plus tard sur les lieux, donnant encore plus de poids à l'hypothèse d'une rencontre alien. Cependant, il faut rappeler que l'enquête officielle fut entravée par des retards et des négligences. Les autopsies furent réalisées trop tard pour fournir des résultats concluants, et la police ne parvint ni à identifier des suspects, ni à confirmer les théories spiritualistes. L'affaire fut classée après 3 ans, laissant ces questions centrales sans réponse. Ainsi, le mystère demeure. Par une chaude matinée de mars 1977, Charles « Chuck » Morgan, un agent d'entiercement de 39 ans vivant à Tucson, en Arizona, quitta sa maison pour conduire ses filles à l'école. C'était une journée tout à fait ordinaire pour ce père de famille dévoué, dont la vie tranquille dissimulait pourtant des liens avec des forces dangereuses dans son état. Ce jour-là, Chuck ne rentra jamais à la maison. Mais 3 jours plus tard, il réapparut, avant de disparaître à nouveau en juin de la même année. Aux premières heures du 25 mars, Ruth Morgan fut réveillée en sursaut par les aboiements de son chien. En ouvrant la porte d'entrée, elle découvrit Chuck debout, tremblant visiblement. Ses poignets et ses chevilles étaient attachés avec des menottes en plastique, et il lui manquait une chaussure. Incapable de parler, il communiqua en écrivant. Il affirma que sa gorge avait été enduite d'une drogue hallucinogène qui pouvait le tuer ou détruire son système nerveux si elle était ingérée. Il supplia Ruth de ne pas contacter les autorités, assurant que cela mettrait la famille en danger. Au cours de la semaine suivante, Ruth le soigna, le nourrissant à l'aide d'un compte-gouttes jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces. Pendant cette période, Chuck fit une révélation stupéfiante. Il travaillait comme agent infiltré pour le Trésor américain, chargé de lutter contre le crime organisé. Cette révélation jeta une ombre sur la vie de Chuck, introduisant une atmosphère de paranoïa qui dominerait ces derniers mois. Le travail de Chuck en tant qu'agent d'entiercement le plaçait au cœur des circuits de trafic de stupéfiants et de montage financier. Il manipulait de grosses sommes d'argent, notamment lors de transactions d'or et de platine, que les autorités considérèrent plus tard comme des façades pour des opérations de blanchiment. Chuck se mit à porter un gilet pare-balles tous les jours, gardait une arme sur lui et refusait que quiconque d'autre que lui-même transporte ses filles à l'école. Mais sa prudence ne fut pas suffisante pour le protéger. Le 7 juin 1977, 2 mois après sa première disparition, Chuck s'évapora de nouveau. Cette fois, il ne rentra pas de lui-même. 9 jours plus tard, Ruth reçut un appel mystérieux d'une femme qui se présenta uniquement sous le nom de Green Eyes. La femme lui assura que Chuck était vivant et cita un passage de la Bible, Ecclésiaste 12, 1-8, qui parle de la fragilité de la vie et du retour de l'esprit à Dieu. 2 jours plus tard, le corps de Chuck fut retrouvé dans le désert, à 40 miles à l'ouest de Tucson. Il gisait près de sa voiture, vêtu de son gilet pare-balles. Il avait été abattu d'une balle à l'arrière de la tête avec son propre revolver Magnum 357, retrouvé à côté de lui, sans aucune empreinte. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs découvrirent des indications écrites de sa main menant à l'endroit où son corps avait été retrouvé. L'indice le plus étrange, toutefois, était un billet de $2 accroché à ses sous-vêtements. Il comportait cette noms espagnole, des références au même passage biblique cité par Green Eyes, ainsi qu'une carte pointant des routes de contrebande près de la frontière mexicaine. Les circonstances entourant la mort de Chuck soulevèrent davantage de questions que de réponses. Malgré les éléments troublants, les autorités conclurent qu'il avait mis fin à ses jours, se basant sur la présence de résidus de tir sur sa main et sur le fait que l'arme utilisée était la sienne. Ruth rejeta toutefois cette conclusion. Le journaliste Don Devreux, qui enquêta plus tard sur l'affaire, se montra tout aussi sceptique,
soulignant l'improbabilité que Chuck se soit tiré une balle à l'arrière de la tête alors qu'il portait un gilet pare-balles. Les théories autour de sa mort abondent. L'une suggère qu'il aurait été tué par des membres du crime organisé. Une autre avance qu'il aurait été éliminé pour le réduire au silence. Certains pensèrent que la mystérieuse Green Eyes jouait un rôle clé, d'autant qu'elle affirma plus tard que Chuck l'avait rencontré dans un motel quelques jours avant sa mort pour lui montrer une mallette contenant de l'argent destiné à acheter l'annulation d'un contrat mafieux sur sa tête. Peu après la mise en fourrière de sa voiture, celle-ci fut cambriolée et son bureau fut mis à sac. Quelques semaines plus tard, 2 hommes se présentant comme des agents du FBI se rendirent chez Ruth, fouillant la maison sans fournir la moindre explication. Le FBI nia toute connaissance de Chuck, malgré des indices évidents indiquant le contraire. La mort de Chuck demeure l'une des affaires non résolues les plus énigmatiques de l'Arizona.